le livre Quand les jeunes parlent d'injustice a été le résultat d'une étude menée dans le cadre du projet de l'ONG Jeunes, Légitimités et Reconnaissance sociale dans le processus de transformation sociopolitique en Tunisie. C'est le résultat d'une enquête menée en 2016 auprès de 70 personnes de 5 régions de Tunisie, sélectionnées en ayant soin d'éviter les terrains trop exploités et qui, de ce fait, pourraient présenter des biais, des attentes trop explicites, une habitude d'être confronté à certains types d'interrogations. Donc, les 5 régions sont le Grand Tunis, Jendoub, Mahdir, Belli ou Perouse. L'ouvrage est dirigé par Ahmed Melik, anthropologue et professeur de sociologie à l'université de Tunis, Al-Mana. Hayat Moussa, sociologue, chercheur, enseignante également à l'université de Tunis Al-Mana en sociologie et en anthropologie. On collaborait également à cet ouvrage Basma Louki, que je présente en premier parmi les autres collaborateurs parce qu'elle est présente. Docteur en sciences et architecture du paysage, enseignante en design à l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis, ainsi que Albi Dridi, professeur de français, qui a soutenu son master sur la perception de l'injustice et de la pauvreté chez les jeunes, sur la base du corpus constitué par l'enquête. Et Khalf Al-Ghaïdi, docteur en sociologie à l'université de Tunis, après avoir soutenu son doctorat sur jeunes, construction identitaire et reconnaissance par le travail en décembre 2017. L'ouvrage, évidemment, est votre démarche méthodologique qui est exprimée à plusieurs fois. On sent ça a été un réel travail d'équipe, je pense, à la lecture du livre. J'ai pas l'impression que les thèmes étaient distribués à une réunion et qu'ensuite chacun ait travaillé de son côté. Sur le plan épistémologique, vous partagez beaucoup et la démarche présentée par le professeur Meliti en introduction reçoit de nombreux échos, notamment chez Kauf, chez donc la volonté de ne pas avoir une approche normative. Il ne s'agit pas, vous avez évité à tout prix justement de définir cette injustice, de définir cette égalité. C'est ce que j'essaie de montrer à travers l'ouverture du questionnaire avant d'approcher le terrain. Il me semble qu'il y a eu une approche qui est pratiquement par moments ethnographique, dans la volonté d'identifier un corpus, les représentations, les normes, qui sont celles du public, de la population que vous allez approcher, et sa façon de les décrire. Vous y apportez aussi un grand souci. Et d'ailleurs, c'est affirmé dès l'information, et c'est récurrent, la nécessité de reconnaître, de qualifier le sujet de l'étude comme pensant, comme capable de construire des systèmes normatifs, d'avoir des conceptions propres, cohérentes, même si elles sont différentes des conceptions académiques, des conceptions du savant. Vous évoquez Thompson, le Black Act et la capacité des paysans britanniques au XVIIe siècle à élaborer et à faire fonctionner, à suivre un ordre normatif qui n'est pas l'ordre étatique, mais qui n'en est pas pour autant, qui n'en est pas moins existant. Le statut de la parole est également
centré. Alors, avec ce souci d'une parole située, contextualisée, au-delà de la sémiotique, de l'analyse de texte et de l'herméneutique, l'importance comme forme d'expression porteuse de sens elle-même, des figures de style, du lexique employé et des représentations qu'elles traduisent. Mais vous proclamez également, et c'est tout à l'honneur de ce livre parce qu'il ne tombe pas dans cet écueil, la nécessité de ne pas s'arrêter pour autant à une approche qui soit simplement de restitution et descriptive, mais de concevoir des cohérences, des récurrences qui traduisent une hiérarchie dans l'essence et l'organisation que traduirait ce discours. Vous interrogez donc en fait la normativité partagée par les sujets que vous approchez autour de la question du juste. Et à travers ça, l'état du pacte social tunisien, d'un pacte social qui a été fondé sur un ordre méritocratique, un état-providence, ce qui n'a pas été jusqu'à présent remis en cause d'une façon autre que par les faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pacte social alternatif proposé dans cette Tunisie post-2011 que vous explorez. Et c'est un travail de recherche-action aussi, si on le resitue dans le progrès, dans le projet global de l'ONG, sont évoquées donc la possibilité pour cette étude de fournir les clés d'une légitimité à l'action politique et publique. Les outils principaux sur lesquels vous vous êtes appuyé dans la construction de l'enquête, sur le plan théorique, sont d'une part le recours à la théorie des sphères de Walzer, et c'est également transversal. Chaque auteur, à peu près, chaque contribution s'y réfère à sa façon et sans redite, de façon complémentaire. Donc, les sphères que vous avez choisi d'interroger étant celles de la famille, du travail, de l'école et du territoire. Pour le coup, la contribution de Basma est exclusivement consacrée à celle du territoire, mais qui est bon après réexplorer à travers les problématiques du travail, des opportunités, d'une possibilité de vie qui touche en fait les autres sphères aussi. Le territoire est une entrée qui permet d'accéder aux autres sphères. Donc sur ces sphères, vous avez interrogé les modalités d'identification offertes par ces sphères, mais surtout et aussi la relation entre ces sphères. Alors relation entre les sphères elles-mêmes, la façon dont elles s'organisent, dont elles peuvent être en position de hiérarchie, de confusion, de contamination, d'autonomie, mais aussi dont l'individu circule entre ces sphères ou bien les traverse au cours de son existence. Sur ce qui est fondateur d'un lien ou de rupture, d'éloignement dans le jeu social et qui peut éclairer des conceptions de justice, je dirais les repères, les jalons que vous vous êtes posés sont la théorie de la justice distributive, telle que résultant de la conception de Rawls, la théorie de la reconnaissance, qui est plus intersubjective, qui interroge l'appréciation, la dépréciation du sujet, et l'économie morale, qui se joue hors du registre institutionnel, juridique ou politique, et offre un registre propre
représentation, d'appréciation. Le point commun de toutes ces approches est que toutes postulent la compétence du sujet à juger. Le questionnaire que j'ai évoqué auparavant, comment ? Le guide d'entretien. Le guide d'entretien. Parce que questionnaire porte à confusion. Et je t'encourage de continuer d'intervenir. Ahmed aussi, Basma. Je savais qu'Ayat n'allait pas passer ça. Elle a passé 20 ans en CDM au Togo. Donc s'applique à ces différentes sphères et met en œuvre ces repères théoriques. Il est construit en deux volets, un volet personnel, micro-social, qui interroge l'expérience vécue de votre interlocuteur, son parcours, et un deuxième volet macro-social, qui lui interroge directement la conception de la société dans son ensemble. Voilà. Maintenant, je ne vais pas vous infliger tout ça, je pense. Ça va être trop long. Mais tu es là pour présenter le livre, non ? Je vais présenter le livre, mais je vous encourage à m'interrompre. D'accord. Et je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Donc la première contribution, le premier chapitre de Hayat Moussa s'intitule « Dire le sujet ». Dire le juste, dire le juste et l'injuste en situation. Donc, il proclame l'expérience comme lieu fondateur. Pour l'individu et pour le chercheur, la nécessité d'interroger dans le récit de l'expérience, je cite, la syntaxe et les principes mobilisés pour en rendre compte. Tu es d'accord ? Oui. Donc, l'expérience est avant tout référentielle. Elle ne peut être comprise que par renvoi au contexte et a en fait en même temps un effet explicatif sur ce même contexte. Donc la démarche adoptée, comme dit auparavant en introduction, est de prendre le discours pour argent comptant. Ce discours articule le microsocial ordonné à une expérience empirique du sujet. Et il va également nous présenter une conception du macrosocial, des analyses et des évaluations normatives de ce qui est, de ce qui devrait être. En première partie, vous interrogez ce qui fait l'injuste et ce qu'il fait aux individus, ce que l'injuste fait aux individus. Je disais en riant, mais je trouve qu'on a quelque chose d'assez impressionnant qui ressort dans cette partie qui rappellerait une analyse structurale du récit, du texte, de la stylistique. Sont identifiés dans les récits des récurrences, des structures qui sont alors caractérisées par, donc dans ces récits d'injustice, premièrement l'intervention d'un tiers, deuxièmement la création suite à cette intervention d'une situation irréversible et imprévisible, et troisièmement le sujet cesse d'être sujet, en fait, se trouve dépossédé de son histoire, n'est plus que le spectateur passif de celle-ci. Donc, le deuxième chapitre de Ahmed Meliti s'intitule « Les inégalités comme injustice ». Et donc, vous avez eu la joie de constater que votre intuition s'était réalisée et que les inégalités étaient effectivement centrales dans la conception de l'injustice, des injustices
que vous avez rencontrés et qui ont exposé les sujets de l'enquête. Alors, je vous vois dodeliner, Ahmed. Je vous vois dodeliner. Oui, oui, oui. Je ne suis pas tout à fait... Enfin, mais c'est pas... C'est de la lecture. Enfin, j'y reviendrai. Donc, vous abordez les inégalités comme faits moraux et normatifs. Et la question de l'inégalité va être abordée à travers la façon dont est organisé un discours, une conception de la justice, à travers les registres qui mobilisent ou qui expriment des revendications d'égalité. Donc le premier obstacle qui s'est posé, c'était l'absence d'équivalent au mot d'égalité en dialecte tunisien. Au mot inégalité, plutôt. Inégalité. Pas au mot égalité. Au mot inégalité. Et le mot égalité est en lui-même un vocabulaire Savant, quasiment arabe, savant. voilà, Oui. arabe classique, voilà. Pas en tunisien, on va dire. Donc il n'était pas possible de l'utiliser. On peut l'utiliser. Non, il est utilisé, je veux dire, comme beaucoup de mots qui viennent de l'arabe classique, mais qui sont utilisés. Non, je veux au dire, quotidien. dans le cadre de votre enquête, il n'était pas possible de l'utiliser Non, on l'a en utilisé. échappant. Il passe mieux que d'autres mots, que le mot D'accord. inégalité, à la limite. Le mot inégalité est beaucoup plus difficile à traduire en tunisien, on va dire. Donc C'est-à-dire vous qu'on l'avez reste toujours utilisé le dans les registre du relances. savant. Voilà. On a essayé de donner surtout des exemples à travers les relances pour signifier aux gens ce que veut dire une inégalité. Voilà. Et entre autres, c'est ce qui n'est pas égal. Non, entre autres, le fait de subir un traitement différent, par exemple à l'école, le fait de, je sais pas, on a essayé de donner des exemples concrets, de percevoir un salaire qui n'est pas égal à celui d'un autre, etc. Voilà. On a été dans le concret là pour, je dirais, rendre les choses un peu plus, voilà, plus concrètes aux gens. Voilà. Parce que la catégorie en tant que telle, le mot inégalité, est traduit généralement par plusieurs mots en arabe qui sont de l'arabe classique, la moussaouet, fawaraq, qui sont des mots qui viennent du registre savant, qui viennent quasiment je dirais de la langue des sciences sociales presque, d'accord ? Une langue complètement étrangère aux acteurs ordinaires, je dis aux gens ordinaires, voilà. C'est ça le. Et il fallait pour rendre les choses un peu plus concrètes aux gens, leur donner des exemples concrets, voilà. Leur dire qu'un tel touche par exemple, je sais pas moi, 1000 dinars et l'autre touche 10 fois plus, voilà, parce qu'il est PDG d'une institution, des choses comme ça. Et on voulait tester les gens autour de ça. Sauf qu'on était conscient du fait que cela représente un biais. Parce que déjà, on mettait du contenu. Mais c'est pas exactement l'imagination des acteurs fonctionnait par elle-même. C'est-à-dire, on était conscient des travers, en quelque sorte, que cela peut produire. Mais on n'avait pas le choix que de faire comme ça, voilà. En plus, c'est des mots qui sont un peu appropriés par le politique. Donc, Moussaouet, c'était un mot qu'on a hésité à utiliser parce que justement, c'était un terme qui avait été approprié par le discours féministe, politique, etc. Donc, de le prononcer. Et d'ailleurs, on a fait une enquête préparatoire et on s'est aperçu que les gens comprenaient Moussaouet au sens de homme-femme. Et donc, après, on a été obligé de modifier ça. D'accord. Donc les expressions qui sont employées, c'est avoir son dû. Oui, C'est le champ sémantique c'est ça, avoir son dû, voilà, autour de l'égalité mobilise ce genre de notions. Voilà. Ouais. Avoir son dû, ce n'est pas uniquement une question d'égalité, hein. C'est encore une fois avoir ce qu'on mérite quelque part. Oui, ça mobilise déjà la question on n'est du plus mérite. dans le principe de l'égalité, on est beaucoup plus dans le principe du mérite. C'est ça, c'est tout ça, c'est là l'enjeu, quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement. C'était ça l'un des objets, je dirais, de ce livre, c'est de relativiser la place du principe d'égalité dans les jugements de justice. Voilà. C'est-à-dire, les gens jugent une situation comme juste ou injuste, non pas seulement par référence à la notion d'égalité, mais par référence à plusieurs autres principes, d'accord ? Dans le principe du mérite, le principe du besoin, etc., d'accord ? Et les acteurs jonglent pour décider quel principe ils vont employer pour statuer sur une situation, pour dire si elle est juste ou non. C'est ça l'enjeu, en quelque sorte, voilà, de l'enquête. Alors, sur la question de la méritocratie scolaire, qui est centrale en Tunisie, qui est fondatrice de l'État moderne. Elle s'est avérée problématique dès le début. Ben, on l'a vu dans les récits d'expérience, l'école est vécue comme
Décidant du destin. Voilà, décidant, mais de façon injuste, pour le coup, du destin, ne traitant pas à égalité les différents citoyens. En traitant mieux ceux qui n'ont pas besoin d'être bien traités. Et pareil, donc à partir de là, ça remet en cause une certification des mérites suite au parcours. Et puis les acteurs introduisent aussi des nuances qui font que ce mérite, même s'il peut être incontestable in abstracto, c'est le cas d'un titre de médecin qui a priori serait au sommet de la hiérarchie méritocratique, peut être remis en cause par le fait que les médecins aujourd'hui ne voudraient pas s'installer à Gendoba. Donc si la méritocratie est un des biais pour estimer le juste et l'injuste, on peut lui opposer, alors là dans ce cas ce serait la pénibilité, l'acceptation de conditions. Donc ce que le médecin a gagné en méritocratie peut lui être contesté par ailleurs en pénibilité ou en engagement, en militantisme. Comme pour l'armée, pour l'engagement par exemple. Donc la question, voilà, oui, évidemment, la question de l'égalité s'avère centrale, mais elle est redéfinie par rapport à d'autres principes. Principes. Elle est nuancée sur l'inégalité elle-même après l'égalité, de même que l'égalité. Le terme d'inégalité est absent et il est remplacé aussi par un lexique de métaphore. On parle d'écrasement, donc d'opposition physique, en bas, écrasé, sous les pieds. Donc, la hugra est évoquée aussi, mais elle est un effet plutôt qu'une description de l'état d'inégalité. Mais donc c'est un lexique qui est très dramatique, extrêmement violent, et qui débouche sur la hugra. Voilà, le chapitre de Kawthar Ghraïdia. Graïdia. Et intitulé Dire l'injuste, catégorise et lexique, donc réitère cette nécessité de faire crédit à la parole, de lui reconnaître une valeur comme porteuse de sens et comme possibilité aussi pour nous d'instrument de compréhension de ce monde. Donc il ne s'agit pas simplement de comprendre le sujet et de comprendre ce que son inconscient pourrait vouloir dire, de décrypter, ou ce qu'il dit malgré lui, mais au contraire de comprendre ce qu'il veut dire au sens propre du terme et de nous enrichir de cette compréhension. Et c'est pour ça que la partie sur le dire l'injustice et la partie de Kawthar se complètent en fait, parce que le point de départ c'est vraiment d'écouter les discours des jeunes et de pas donner de pas partir du normatif, mais de voir eux pour eux c'est quoi l'injuste dans des situations et dans des mots, voilà. Et en fait les deux parties sont complémentaires parce qu'on n'est pas parti du tout sur en déployant des termes normatifs, mais on a posé des questions par exemple sur l'école. À l'école, dirais-tu que tu as été soumis à des traitements injustes, parce qu'il fallait bien situer une sphère et il fallait bien parler d'injustice, même si on sait que on nous a reproché parfois d'avoir utilisé directement de manière frontale, mais bon voilà, il fallait bien situer le sujet, mais on a vraiment laissé les personnes définir pour eux, argumenter. C'est un peu une espèce de critique ordinaire. Que disent les jeunes sur ce qui est injuste et comment ils argumentent autour de ça. Et pour dire l'injuste, justement, il y a ce lexique qui est mobilisé pour pouvoir s'exprimer et dire, voilà,
ça c'est injuste et voilà les mots pour le dire. Voilà, c'est les deux communications, les deux textes sont assez proches. Arbidridi, donc dans son chapitre consacré à la perception de la pauvreté chez les jeunes, commence par retracer une histoire de la notion de pauvreté, la façon dont elle a pu être mobilisée à partir du 19e siècle, notamment à travers la question sociale, puis la façon dont elle a évolué au cours du 20e siècle, où elle a été mobilisée par différentes disciplines, par les économistes à partir du XXe siècle qui ont cherché à la définir. Elle s'est complexifiée, elle a été utilisée aussi par les organismes onusiens. Bon, finalement, on arrive aussi, il décrit aussi l'histoire du Lapori, où la notion ne cesse de s'enrichir, de recevoir de nouveaux critères, mais reste tout de même floue et insaisissable, de même qu'elle va l'être pour les acteurs interrogés, alors je l'ai dit auparavant, dont la pauvreté est présente, chacun est capable de la définir par rapport justement au fait d'être mis de côté, des termes aussi très dramatiques, d'être mis hors la vie. On en a une conception pratique, mais elle reste assez insaisissable. Personne ne s'y identifie. Ou après, la partie donc, la dernière partie consacrée au territoire. Et donc en fait aux injustices territoriales. Il y a un but. Il y a un but. Et l'œuvre de Besmalouki. Donc, vous déclinez les différents niveaux auxquels ces inégalités sont patentes. Bon, en fait, assez vite en introduction, vous dissipez comme un nuage de fumée toutes les suspicions d'exagération, de caractère non fondé que pourraient avoir les discours des acteurs rencontrés quant à l'inégalité territoriale. J'imagine que c'est en réponse à un discours qui les désignerait comme passifs, assistés, vindicatifs, alors que chacun a à souffrir en Tunisie et finalement les choses se valent, quelle que soit la région dans laquelle on se trouve. Donc vous étudiez, vous décrivez des inégalités en termes d'accès aux services publics, en termes d'infrastructures, d'équipements, et les effets qu'elles ont dans les différentes sphères de vie de l'individu. Vous évoquez aussi évidemment la question importante du bassin minier et des ressources. Et vous retournez l'accusation qui peut être faite localement aux revendications d'être régionalistes, alors qu'eux-mêmes se perçoivent comme victimes d'un régionalisme à la tête de l'État et des balanéines, des étrangers qui viennent profiter d'une rente perçue sur place. C'est une mise au point aussi assez importante. Mais pour le coup, sur votre partie, vous êtes vraiment à cheval entre le macro et le micro, parce que vous vous nourrissez de passages de l'enquête, des entretiens qui restituent des expériences, une conception et qui mobilisent aussi un lexique, et cette conception exprimée dans la deuxième partie du guide, interrogée dans la deuxième partie du guide d'entretien, des équilibres globaux, macro. Et à ce niveau-là, quand on passe dans ce registre-là, dans le niveau macro-social, le vocabulaire change. Par exemple, sur ces questions d'équilibre territoriaux, à vous lire, j'ai l'impression qu'on va plus se retrouver avec des termes tels qu'égalité.
Pas uniquement égalité, encore une fois justice, beaucoup plus égalité. Équité et justice. Équité et justice. Mais on n'est plus dans le lexique aussi large qu'auparavant qui retraduit une expérience. On se rapproche d'un vocabulaire normatif. Dans une revendication de citoyenneté. Et la citoyenneté repose sur le principe d'égalité, bien évidemment. Et des droits. Sur l'égalité en matière de droit, et le des fait d'être attentes. égaux face à la loi et face au droit. Et aux attentes par rapport à l'État. Mais, c'est-à-dire, on est moins dans l'intersubjectif, on va dire. On est moins dans cette logique de reconnaissance intersubjective, sachant que, aussi, même entre régions, il y a une logique de reconnaissance qui joue. C'est-à-dire, les jeunes, très souvent, disent que c'est pas nous seulement qui ne sommes pas reconnus, d'accord, qui souffrons d'un déni de reconnaissance. C'est toute notre région, c'est toute notre tribu, c'est tout le monde auquel nous appartenons qui n'est pas reconnu. Ce qui fait, je dirais que le paradigme de la reconnaissance joue même à une échelle, il joue à des échelles très micro, l'échelle de l'individu, de l'intersubjectif, mais il joue aussi à une échelle beaucoup plus globale, celle du pacte national. C'est-à-dire cet État, on est tous citoyens dans cette Tunisie, mais on n'est pas tous citoyens de la même manière quelque part. Et par conséquent, certains citoyens ne se sentent pas suffisamment reconnus comme citoyens. Et dans leur discours, il y a cette idée qu'il y a toutes sortes de... c'est-à-dire il y a une citoyenneté, on va dire, formelle, celle de la carte d'identité, mais qu'en vérité, il n'y a pas de citoyenneté réelle. C'est ça, être citoyen. D'où l'idée que, voilà, cette carte d'identité, je peux m'en passer, je peux la déchirer, je peux la brûler, etc. Parce qu'exactement, ce n'est que de la paperasse. Voilà. Elle vaut rien, elle n'a pas de... tout ça pour relativiser un peu ce que vous dites sur le macro et le micro, parce que, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. La distinction n'est pas nette, non, voilà, elle est juste pratique. Là. Bien sûr. Par exemple, Gendouba parle, les jeunes de Gendouba parlent vraiment, et moi pour avoir fait plusieurs enquêtes à Gendouba, parlent toujours de stigmatisation, mais vraiment d'une région stigmatisée, c'est-à-dire que les jeunes vous disent, moi je dis pas, quand je vais dans un camp de vacances, je dis pas que je suis de Gendouba si je veux draguer une fille par exemple, parce que si je dis Gendouba, ça veut dire que on va voir quelqu'un avec tous les stéréotypes sur les gens de Gendouba. Donc, par rapport aux injustices territoriales, par exemple, Gbeli, c'est vraiment le droit de préemption, c'est donnez-nous nos terres, laissez-nous travailler nos terres. Il n'y a pas cette idée qu'on est on est stigmatisé. Mais Gendouba, c'est vraiment de la stigmatisation. Ils se sentent rejetés, disqualifiés, voilà. Et presque... Et les jeunes disent on cache notre identité, c'est-à-dire c'est grave qu'un Tunisien n'ose pas dire de quelle région il est, simplement parce qu'il a peur de la réaction de ceux qui ne sont pas de cette région et qui... voilà, il y a plein d'expressions là. Dans Tunis déjà. Oui. Par exemple, les jeunes qui viennent de Douarich ne disent pas sur l'avenue Bourguiba qu'ils sont de Douarich.